À quoi sert encore l'ONU? Pourquoi l'Organisation des Nations Unies est-elle impuissante face aux guerres qui font rage, notamment au Proche-Orient, en Ukraine ou encore au Soudan? On en parle ce soir avec Anne-Cécile Robert. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, directrice adjointe du mensuel français Le Monde Diplomatique, professeur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes l'autrice de ce livre, Le défi de la paix remodelé, les organisations internationales. C'est aux éditions Armand Collin. Commençons par l'actualité de cette semaine. En Israël, le Parlement a voté l'interdiction de l'UNRWA qui s'occupe des réfugiés palestiniens. C'est une décision sans précédent qui a provoqué un tollé international. Quelle est selon vous la portée de cette décision contre cette agence des Nations Unies ? Cette décision, effectivement, a provoqué un tollé. Il est intéressant de constater l'unanimité, pour une fois, y compris à l'intérieur du Conseil de sécurité, pour s'inquiéter et critiquer cette décision, qui est très grave, puisque l'UNRWA a été créée dans la perspective et dans le cadre de la création d'Israël pour gérer la question des réfugiés palestiniens. Et quotidiennement, concrètement, c'est l'UNRWA qui assure toutes sortes de missions en matière de santé, d'éducation, d'alimentation. Et le fait de remettre en cause son rôle est extrêmement grave, à la fois symboliquement parce que c'est une contestation de l'autorité et du cadre onusien, et puis grave concrètement pour les populations parce que ça va les priver du peu d'aide qui leur restait, du cadre qui leur était imparti. Alors Israël a toujours mis en avant l'argument que des employés de l'UNRWA étaient membres du Hamas. L'ONU a pris en compte cette demande d'Israël ces derniers mois? Bien sûr, il y a eu une enquête officielle demandée par l'ONU qui a été confiée à l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et qui a conclu qu'il y avait une poignée, à peine une dizaine d'employés sur des centaines qui avaient été effectivement en collusion avec ces organisations. Mais il faut bien comprendre que l'UNRWA s'occupe quasiment de tout le monde. C'est un peu abusif de mettre en cause cette organisation pour quelques personnes, alors qu'elle a la responsabilité de quasiment la totalité de la population. Et l'ONU a fait son travail, elle a fait des enquêtes, elle a trouvé les chaînes de responsabilité, et cette décision et cet argument sont complètement disproportionnés. Mais pourquoi ce bras de fer, selon vous, entre l'ONU et Israël? Il y a eu cette polémique en France, avec des propos, on le précise, imputés à Emmanuel Macron, en Conseil des ministres. Qui aurait dit, je dis bien qui aurait dit, Israël a été créé par une résolution de l'ONU, le gouvernement israélien doit en respecter les résolutions. Qu'est-ce que ça nous dit, ce bras de fer qui commence à durer entre finalement l'État d'Israël et l'ONU? En tout cas, on dit l'État d'Israël, en tout cas les gens qui dirigent Israël aujourd'hui semblent vouloir régler d'une manière un peu violente et par la force la question des réfugiés qui est là depuis 1948, et toutes leurs attitudes, tous les gens qui sont autour de Benjamin Netanyahou convergent vers cette idée qu'il faut saper tout ce qui installe et garantit les droits des Palestiniens et des réfugiés palestiniens. Alors on le voit à travers la FINUL au Liban, cette force de maintien de la paix, ceux qu'on appelle les casques bleus, que ce soit donc avec la FINUL au Liban, la MONUSCO en République démocratique du Congo qui a plié bagage, ou encore en Haïti, c'était la MINUSTA. On a le sentiment qu'il y a un échec permanent. Alors échec, il faut voir déjà pas partout. Par exemple, tout à l'heure, le Conseil de sécurité a voté une résolution sur la Somalie. Donc le Conseil de sécurité et l'ONU continuent de travailler. Et en ce moment, il y a des tas de gens qui ne survivraient pas, qui seraient déjà morts, si l'ONU n'était pas là pour distribuer de l'aide alimentaire, vacciner les gens, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial. Donc il faut faire attention quand on dit échec. Mais ça, c'est le volet humanitaire. Mais sur le plan politique et sur le fait de prévenir les conflits, ou en tout cas de les résoudre, on voit que cette instance, l'ONU, qui est quand même le berceau, le pilier des relations internationales et des organisations internationales, a l'air en crise. Alors l'ONU est une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire que tout repose sur les gouvernements. Et là, la difficulté, c'est que les gouvernements ne s'entendent plus, et ils s'entendent de moins en moins bien, que les tensions montent un peu partout, et ça se traduit dans le fonctionnement de l'ONU. Si les États n'ont pas un minimum d'esprit de coopération, n'ont pas un minimum d'envie de travailler ensemble, l'ONU se bloque. Et ce qui est intéressant dans le cas de Gaza, on dit l'ONU est en échec, elle n'a pas arrêté les opérations militaires à Gaza. Mais en fait, c'est pas l'ONU qui est en échec. Parce que le secrétaire général était sur le pont, l'Assemblée générale de l'ONU a pris des décisions, le Conseil des droits de l'homme a pris des décisions. Qu'est-ce qui a bloqué à l'ONU? Les États-Unis,
tout seul. Alors justement, faut-il réformer ce fameux veto, on le rappelle, qui est un droit donné à 5 États, hein, c'est issu de la Seconde Guerre mondiale, France, Russie, Royaume-Uni, Chine et Russie. Ouais. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sans veto, il n'y a pas d'ONU. C'est-à-dire que le veto a été une concession faite aux grandes puissances pour qu'elles acceptent de participer à cette organisation internationale. Donc on leur a donné une petite garantie qu'elles puissent se protéger. Mais à l'époque, l'idée c'était qu'elles utilisent le veto au nom de l'intérêt général et dans le cadre de règlements politiques et d'équilibre politique entre les uns et les autres. Ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a un usage abusif, extrêmement personnel du veto. On l'a vu, la Russie l'a utilisé pour protéger la Syrie. Alors que la Syrie commet toutes sortes de crimes contre son propre peuple. On le voit de la part des États-Unis qui protègent outrageusement Israël et encore une fois tout seul contre les 14 autres membres du Conseil de sécurité. Donc peut-être, je ne sais pas s'il serait prudent de supprimer le droit de veto parce que ça pourrait faire effondrer l'ensemble de l'organisation. En revanche, on pourrait travailler à ce que l'usage du veto soit plus coûteux pour celui qui l'utilise, que le prix politique soit plus fort. Et ça commence déjà, puisque depuis 2022, grâce à une initiative du Liechtenstein, tout État qui met son veto doit venir s'expliquer devant l'Assemblée générale et répondre à des questions. Donc il y a peut-être des initiatives de ce genre qui mettraient un petit peu les titulaires du droit de veto sous pression. Alors, le défi de la paix, votre livre essaie quand même de positiver, disons-le clairement. J'aimerais peut-être vous montrer une image. Antonio Guterres à Kazan, en Russie, c'était il y a la semaine dernière. Ça a beaucoup fait parler. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat. Un mandat a été émis par la CPI, notamment pour crimes de guerre. Est-ce que ça n'affaiblit pas aussi la parole de l'ONU? Le secrétaire général était au précédent sommet des BRICS en 2023. L'ONU est toujours représentée au sommet des BRICS. Et encore une fois, l'ONU, c'est une organisation de 193 pays. Oui, l'ONU dit on doit parler à l'Afrique du Sud, on doit parler effectivement à d'autres. Mais la poignée de main? Alors bon, ça c'est un peu le jeu des théâtres diplomatiques, mais dans l'ONU, vous avez des dictatures, des régimes démocratiques. Au sein des BRICS eux-mêmes, vous avez par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud sont des démocraties. En revanche, l'Iran, la Russie, la Chine sont des régimes autocratiques. Donc le secrétaire général, il est dans son rôle en maintenant le dialogue. C'est ça sa mission, entre tout le monde, quoi qu'il pense, et on sait qu'il n'apprécie pas particulièrement Vladimir Poutine. Merci beaucoup Anne-Cécile Robert. Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, c'est Charmant Collin. Voilà, un livre à lire si vous voulez voir les pistes, étudier les pistes aussi d'espoir qu'il y a en matière de paix sur notre planète. Merci à vous. Merci.